Nos équipes donc saisissent soit les institutions officielles, ça peut être une mairie, un lycée, une école, les personnalités politiques, ça peut être notamment dernièrement l'islamophobe Caroline Forest, la journaliste, ou encore médiatique. Le CCF, il faut savoir, c'est une association qui est indépendante financièrement. Elle ne survit que grâce aux donations et aux donations et aux personnes qui adhèrent justement au parti. Quelques chiffres du CCIF. Aujourd'hui, il y a 14 antennes dans toute la France, à Lyon, Marseille, Bordeaux. Pour l'année 2013, le CCIF a traité plus de 1000 cas. Et comme l'a dit Radwan tout à l'heure, dans 80% des cas, ce sont des femmes. Le CCIF donc recense l'ensemble des actes islamophobes. Pour parler de cas concrets, ça peut être une sœur qui se fait par exemple sortir de son stage parce qu'elle porte un voile, ce qui est dans le droit français, elle a le droit. On interdit aux mères musulmanes d'accompagner leurs enfants. On interdit à une sœur par exemple de se marier à la mairie avec son voile, c'est tout aussi interdit. Un cas concret, on a exclu une jeune lycéenne pendant 3 jours de son établissement parce qu'elle portait une jupe trop longue. Voilà, on en arrive là. Une femme s'est faite agresser à Argenteuil l'année dernière, une femme enceinte. Elle a perdu son enfant. Il est mort, la rahmo, mais ça n'a pas fait évidemment la une des infos. Alors ce que je voulais vous dire, c'est 3 informations. Il y a ici un fascicule que je vous engage tous à prendre, il est gratuit. Et il n'y en a pas beaucoup, en tout cas laissez-moi vos coordonnées, je vous l'enverrai par mail. C'est un fascicule qui reprend en fait tous vos droits, au travail, à l'université, en stage. Il faut savoir qu'au travail, on a le droit de prier dans nos horaires de pause, c'est pas interdit par la loi. La pause spirituelle est autorisée. À l'université, c'est-à-dire une sœur peut aller à l'université avec un voile, il n'y a aucun souci là-dessus. Les frères aussi subissent des discriminations par rapport à leur barbe. Tout ceci est illégal. Il faut prendre conscience qu'on est des citoyens de plein droit et des musulmans, donc il faut aller de l'avant. La critique que je pourrais faire aux sœurs, c'est dans la majorité des cas, on s'est retrouvé dans des positions où les sœurs avaient du mal à passer le pas juridique. C'est-à-dire qu'elles subissent un traumatisme, ça peut être une agression verbale, physique ou des propos intolérables, et elles refusent d'aller jusqu'au bout des choses. Donc j'encourage les sœurs vraiment à prendre les choses en main. Je voulais vous donner encore une dernière info avant de donner la parole à Julie. Concernant donc les actes, concernant les poursuites, pardon. Donc on a Caroline Forest qui est une journaliste, qui se dit journaliste islamophobe. Elle vient d'être condamnée pour diffamation. Dernièrement, il y a une sœur voilée qui s'est fait agresser. Madame Forest nous expliquait que quelque part, si elle avait un voile, c'était normal qu'elle se fasse agresser. C'était de par son voile. Donc elle s'est fait condamner pour diffamation, donc elle a perdu. Un autre cas. Dernièrement, il y a une mère, donc une maman, qui était partie voir son médecin. C'était un cabinet médical, il y avait 4 médecins, un kiné. Il y a un des médecins qui est venu, s'est approché de la mère, il lui a expliqué qu'il fallait qu'elle change de pièce. Il y avait 2 salles d'attente, on l'a mis dans une salle d'attente seule, et on lui a expliqué en fait que sa tenue vestimentaire, c'était un gilbeb, était agressive. Voilà, on en arrive là. Il y a des cas vraiment choquants. Le CCF vient d'engager évidemment des poursuites contre Éric Zemmour, l'Algérien qui se dit républicain. Dernièrement, il y a Vissou-Plage aussi, je voulais en parler. C'est un maire qui s'appelle Richard Trinquier, qui est un maire d'une ville dans l'Essonne. Il y a un parc, comme ici on a aussi le parc de la Garenne, qui s'appelle Vissou-Plage. En fait, c'est pas une plage, hein, c'est juste un petit parc. Il a établi en fait il a écrit en fait un arrêté illégal où il interdit tout port religieux. Il a exclu 2 mamans avec leurs enfants. Heureusement, ces femmes-là, ce sont des mères hein, très âgées. Elles ont eu la présence d'esprit d'appeler le CCF. On a porté plainte. Au bout de 3 jours, le maire a été obligé de faire un arrêté dans lequel il s'excusait et il a réinvité les 2 mères. Donc voilà, vraiment les messages que je vais faire passer aujourd'hui, c'est si vous adhérez, c'est vraiment important d'adhérer. Le fascicule sur l'islamophobie et télécharger l'application, elle est gratuite via Apple Store ou Android. Voilà, barakallahu fikum pour les paroles, je vous passe à Rad. Donc juste avant de transmettre le micro donc à la sœur Julie, je voulais juste faire un état des lieux au niveau local, juste pour vous donner quelques exemples, vous rafraîchir la mémoire, Inch'Allah. Donc l'islamophobie ne date pas d'aujourd'hui, hein, bien entendu, ça fait plusieurs années, mais on va prendre effectivement une des plus récentes de ces dernières décennies. Donc vous vous rappelez tous l'épisode de Tariq Ramadan sur Angers, oui, avec effectivement le refus de la municipalité de l'époque contre sa venue à Angers. Voilà un des cas justement d'islamophobie, ce qu'on appelle la cristallisation
autour d'un personnage noble comme Tariq. Nous avons eu récemment la même chose, un article mensonger, lorsque le frère Hani Ramadan a été invité par l'association Averroès. Nous avons eu également un cas, je dirais, d'islamophobie, à travers effectivement un article mensonger du Ouest de France, qui avait voilà, menti en pâture sur, justement sur la venue de ce frère. Donc là aussi, encore un autre cas. Il y a aussi également la perturbation du conseil municipal d'Angers par le bloc identitaire avec les nez de cochon. Je pense qu'effectivement, Lama, vous vous rappelez parfaitement de cet épisode, lorsque ces personnages sont rentrés au sein du conseil municipal pour le perturber, pour l'arrêter avec un nez de cochon, en prétextant pas un sou pour la mosquée d'Angers. Donc voilà, je pense que cet épisode-là également vous parlera. Les agressions verbales et physiques des femmes voilées dans le tramway. Aujourd'hui, nous avons, voilà, malheureusement, des signalements de sœurs qui se font agresser dans le tramway comme dans le bus, mais malheureusement, comme disait Mounir, elles ne portent pas plainte. Donc là, vraiment, je vous invite vraiment, en tout cas, à porter plainte, à le faire systématiquement, ou à contacter le CCIF au niveau national ou au niveau local, comme vous voulez, pour qu'on puisse vous accompagner dans cette démarche-là, parce que c'est très important. Si demain, il n'y a pas de plainte, demain, la police nous dira, il n'y a pas de cas d'islamophobie. C'est très simple. Je voulais finir également sur le fait qu'il y a des menaces qui sont envoyées, comme le disait Chafouri il y a quelque temps lors de nos conférences, des menaces qui étaient envoyées à la mosquée. Et ça, effectivement, nous aussi, nous avons reçu des menaces. Et ça, c'est inacceptable. Il faut absolument, comment dire, en parler, le montrer, l'expliquer, pour que voilà, la communauté musulmane puisse faire bloc. Voilà, je voulais simplement en tout cas vous donner ces quelques exemples pour vous dire que l'islamophobie n'a pas de couleur politique, elle est de droite, elle est de gauche. Elle n'a pas de, je dirais, malheureusement, de visage. Elle peut être médiatique, elle peut être syndicale, elle peut être associative, elle peut être politique. Juste un dernier exemple, en tout cas, qui me touche, c'est lorsqu'on s'aperçoit qu'une sœur qui veut travailler avec, comment dire, une association qui est située juste derrière, la banque alimentaire, parce qu'elle est voilée, l'association a refusé de travailler avec elle, tout simplement, parce qu'elle était voilée. Par contre, la banque alimentaire accepte vos dons. Si vous êtes voilé, elle les accepte quand même. Donc, autrement dit, si vous êtes voilé, vous ne participez pas, mais si vous êtes voilé, vous pouvez donner. Donc voilà, à bon entendeur. Ce micro-là. La première fois que j'utilise ce genre de... Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Ah, je sais pas, moi je t'entends. Sinon j'utilise ce micro-là, hein, ça ne me dérange pas. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum, vous m'entendez? Oui. Oui? J'ai pas l'impression que ça marche là. Si? Ça marche. Ça marche. Salam alaikum. Donc, barakallahu fikoum de m'accueillir dans cet édifice. Pour moi, c'est très important puisque, effectivement, je suis angevine et je suis maintenant belge, mais je me suis convertie en Belgique et d'être ici aujourd'hui en présence de la communauté musulmane à Angers, c'est vrai que ça me fait vraiment quelque chose. Alhamdoulilah, je suis très heureuse d'être parmi vous. Et en tant que femme voilée également, comme les frères le disaient, c'est vrai que je suis d'autant plus, comme mes sœurs, victime d'islamophobie, de stigmatisation. Donc vraiment, c'est un plaisir. J'aimerais juste mettre un peu en perspective l'islamophobie, puisque je travaille dans une organisation qui ne traite pas seulement de l'islamophobie, mais également de toutes les formes spécifiques de racisme. Donc il faut savoir qu'en Europe aujourd'hui, des enfants sont enlevés à leurs parents qui sont roms. Pourquoi? Parce qu'ils ont des têtes blondes et qui n'ont pas l'air d'être roms. En Europe aujourd'hui, des personnes noires sont arrêtées, humiliées, fouillées, juste parce qu'elles sont noires, jusqu'à cause de leur couleur de peau. En Europe aujourd'hui, comme je le disais, des femmes musulmanes sont sauvagement attaquées et perdent même leur bébé, tout ça parce qu'elles sont trop musulmanes. Donc toutes ces situations font partie d'une réalité, une réalité qui illustre le phénomène européen du racisme. Ces situations de discrimination se manifestent et sont vécues différemment par plusieurs groupes, de par leurs différentes ethnicités et religions. En effet, même si nous vivons l'islamophobie, d'autres vivent l'antisémitisme, d'autres vivent l'antiziganisme, d'autres vivent la négrophobie, mais finalement ce sont les mêmes dynamiques derrière, et c'est pour ça qu'en tant qu'ENAR, nous traitons des différentes formes de racisme.
Donc moi j'aimerais aussi vous parler de la perspective européenne, puisque ENAR c'est avant tout un organisme qui travaille au niveau de l'Union européenne. Et pourquoi on travaille au niveau de l'Union européenne? Comment amener l'Union européenne à nous aider à défendre nos droits au niveau local? Quelle est la pertinence de travailler à ce niveau-là? Et plus précisément, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur la question de l'islamophobie. Donc tout d'abord, pour remettre un peu en perspective et présenter un petit peu ENAR, donc tout d'abord, ces situations que j'ai mentionnées dès le début sont des situations que nos membres qui sont sur le terrain, comme le CCIF qui est membre d'ENAR également, nous rapportent et mettent en avant dans nos rapports. Car ENAR, c'est avant tout un réseau, comme je l'ai dit, d'organisations antiracistes, plus de 120 organisations antiracistes à travers l'Europe, dont le CCIF, dont le collectif contre l'islamophobie, etc., le CRI. Donc, dont aussi Muslim Rights Belgium en Belgique, puisque je viens de Belgique, je vais vous parler un petit peu des organisations qui luttent contre l'islamophobie là-bas, et il y en a de plus en plus. Donc ils travaillent sans relâche au niveau local et national, et vers qui vous vous tournez quand vous vivez des discriminations. Et c'est très important que ces informations venant de ces acteurs essentiels nous permettent de compiler nos rapports au niveau européen pour montrer non seulement aux décideurs au niveau national, mais aux décideurs au niveau européen qui ont également tout un champ d'action sur ces questions-là, pour vraiment montrer la légitimité du combat de l'islamophobie au niveau européen. D'où aussi, pour revenir à ce que Mounir disait, d'où la nécessité de se plaindre, de contacter les organisations qui peuvent collecter les différents cas de discrimination, car ça gonfle les chiffres et ça permet également à ces organisations au niveau local, au niveau national et au niveau européen de demander des comptes à nos politiques. Voilà, regardez, il y a des statistiques, il y a autant de plaintes qui ont été émises sur ces questions-là. Qu'est-ce que vous faites en retour? Il y a vraiment un problème, donc voilà, il faut vraiment faire quelque chose. Donc toutes ces organisations représentent des Roms, des migrants, des musulmans, des juifs, des personnes d'ascendance africaine, des noirs, etc. qui se rendent compte également de la nécessité de travailler au niveau européen, comme je vous l'ai dit, puisque c'est un niveau complémentaire. Il y a le niveau européen, le niveau local, le niveau national. Et pourquoi travailler au niveau européen? Parce que le niveau européen, comme au niveau national, a une forte compétence en termes de non-discrimination. Donc le fait que vous ne pouvez être discriminé sur la base de votre religion, par exemple, de votre ethnicité, etc. L'Union européenne a énormément de compétences à ce niveau-là, donc il ne faut pas laisser le champ libre. Et c'est pour ça qu'ENAR a été créé en 1998 suite à l'année européenne contre le racisme, puisqu'il fallait une voix des organisations antiracisme sur cette question-là, étant donné que l'Union européenne avait toutes les compétences pour travailler sur ces questions-là. Donc ENAR est le seul réseau européen qui fait du plaidoyer auprès des institutions européennes. Donc moi je fais partie du secrétariat, donc c'est-à-dire c'est l'organisme qui gère le réseau au niveau européen. Nous sommes 9 à travailler à Bruxelles et nous gérons le réseau et nous allons auprès des députés européens, auprès de la Commission européenne, auprès du Conseil de l'Union européenne pour faire pression sur ces décideurs politiques et leur dire qu'ils doivent travailler sur ces questions-là et mettre en place des initiatives. Donc, en même temps que le CCIF, par exemple, est en train d'aller voir les décideurs au niveau local, au niveau national, nous, on va voir les décideurs au niveau européen. Car tous ces niveaux de pression augmentent la pression, justement, et permettent, on espère en tout cas, que les décideurs vont enfin adopter des initiatives sur ces problématiques-là. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, comme je disais, l'Union européenne, elle sert à quelque chose vraiment, et notamment sur ces problématiques-là, puisque elle a des principes constitutionnels. Le traité de Lisbonne nomme l'antidiscrimination sur la base religieuse. La charte des droits fondamentaux également prohibe la non-discrimination sur base religieuse. Il y a des lois notamment qui interdisent la discrimination dans l'emploi, notamment sur base religieuse. Donc on a aussi des lois contre les violences racistes, etc. Donc on a beaucoup de lois, et ces lois qui sont décidées au niveau de l'Union européenne doivent être appliquées au niveau des pays. Donc c'est-à-dire qu'elles ont un impact local, national, direct. Donc il ne faut pas minimiser la force de l'Union européenne sur ces questions-là. Donc c'est-à-dire que voilà, ils sont vraiment des leviers politiques à actionner. Et c'est pour ça que nous, au niveau de Bruxelles, on travaille et on est en connexion
régulière avec nos membres qui nous donnent les informations et qui nous permettent voilà, d'avoir des informations concrètes, des statistiques, etc. pour vraiment aller voir les différents décideurs politiques. Donc pour vraiment parler du cas qui nous intéresse, c'est-à-dire l'islamophobie. ENAR, en 2013, a publié le premier rapport pan-européen sur l'islamophobie, c'est-à-dire qu'on a compilé des données sur 26 pays par rapport à la situation des musulmans en Europe et sur les cas d'islamophobie en Europe. C'était le premier rapport qui couvrait autant de pays. Comme vous le savez peut-être, il y avait eu auparavant le rapport d'Amnesty International qui était également un très très bon rapport, mais qui couvrait 6 ou 7 pays tout au plus. Donc ce premier exercice vraiment de montrer le phénomène européen de l'islamophobie a été très très... vraiment, nous avons bénéficié tout d'abord d'une forte couverture médiatique. Cela a aidé nos organisations sur le terrain, puisque par exemple en Belgique, ça a donné naissance ça a donné naissance à 2 organisations qui luttent maintenant contre l'islamophobie, puisqu'elles se sont senties aussi au niveau européen encouragées sur cette question. Nous avons aussi au niveau Belgique également, cela a permis l'adoption d'une résolution sénatoriale sur le sujet, alors qu'avant il n'y avait jamais eu de résolution au Sénat. Donc voilà, ça a permis vraiment de donner des preuves du phénomène de l'islamophobie, pas seulement en France, en Belgique, des cas isolés, etc., mais vraiment montrer un phénomène européen. Et c'est toute la force aussi d'avoir un mouvement européen, un réseau européen qui se penche sur cette question. Car en effet, parfois on nous demande pourquoi vous parlez de l'islamophobie, c'est que la religion, mais comme Mounir l'a défini, voilà, l'islamophobie ce n'est pas justement une discrimination religieuse, mais c'est aussi un racisme. C'est-à-dire que les musulmans sont racialisés. Un musulman qui fait telle ou telle chose, il le fait parce qu'il est musulman et tous les autres musulmans sont pareils, quoi. Donc c'est dans la même dynamique du racisme que par exemple un noir qui va voler ou un rom qui va voler, on va dire voilà, tous les roms sont des voleurs ou voilà, etc. Donc c'est vraiment la dynamique de racisme qui entre en compte. C'est pour ça que nous, c'est une question depuis une dizaine d'années qu'on aborde vraiment très sérieusement. Donc bien sûr, pour revenir au rapport, les résultats du rapport sont édifiants. Par exemple, le fait un des résultats les plus inquiétants, bien sûr, c'était le fait que les victimes de l'islamophobie sont surtout des jeunes filles et des femmes musulmanes. Et surtout dans l'emploi et l'éducation. Et également dans les crimes racistes comme on l'a vu dernièrement en France. Donc ces choses-là nous ont montré également que l'islamophobie était une forme extrême de violence envers les femmes. Donc c'est pas seulement un racisme, mais c'est aussi un sexisme. Et on l'a vu vraiment par rapport à plusieurs cas, et pas seulement en France, tout à travers l'Europe, que c'est beaucoup plus facile d'attaquer une femme musulmane, pas seulement parce qu'elle est musulmane ou parce qu'elle porte un voile, mais parce que c'est une femme. Donc dans l'inconscient, elle est vue aussi comme faible, comme plus facilement attaquable, etc. Donc c'était quelque chose également sur lequel nous nous penchons vraiment de façon très, très importante, puisque il faut savoir que le CCIF, en 2013, 78% des cas islamophobes étaient envers les femmes, ce qui est énorme. Donc c'est pas quelque chose d'anodin et c'est quelque chose qu'il va falloir explorer un petit peu plus. J'en parlerai un petit peu après, puisque nous avons mis un projet dans ce sens-là. Donc le rapport dont je vous parlais a aussi mis en avant la discrimination dans l'accès aux biens et aux services, comme le logement, la santé, mais également l'opposition à la construction et les attaques envers les mosquées. Je pense que vous êtes les premiers à savoir cette réalité. Il a également pointé la responsabilité des médias dans la propagation des stéréotypes et de couvertures biaisées, mais également que le fait que les discours islamophobes sont particulièrement promus par les politiques et très rarement condamnés. Et ça, en France, je pense que ça fait partie de votre quotidien, mais c'est vraiment très important de pointer aussi cette responsabilité des politiques et des médias dans la façon dont ils répandent justement les stéréotypes sur les musulmans, car ils ont un impact énorme, puisqu'ils bénéficient d'un accès très facile, surtout les politiques très faciles aux médias,
nous avons beaucoup moins d'accès en tant qu'organisation aux médias. Quand on condamne quelque chose, personne ne l'entend. Mais ces politiques ont un accès énorme et donc c'est important aussi de pointer leurs responsabilités. Et quand on va vers eux avec toutes ces preuves, ces rapports, ces statistiques, ces données, on pointe aussi cette importance et on dit tout le temps veuillez montrer un peu de courage politique et condamner lorsque les gens de votre parti répandent des stéréotypes envers les musulmans, répandent l'islamophobie. Donc c'est quelque chose qu'on pointe, puisque parfois la responsabilité n'est pas assez mise en avant par rapport aux politiques. Voilà, donc au niveau, maintenant je voudrais un peu, voilà, le constat, je pense qu'on le connaît un petit peu, ça fait quand même, alhamdoulilah, ça fait quand même quelques années que de plus en plus d'organisations le mettent en avant, on a de plus en plus de statistiques, on a de plus en plus de données, donc on a un constat qui est de plus en plus affiné, on comprend de mieux en mieux les dynamiques de l'islamophobie, il y a tout un pan académique qui se crée également pour analyser les dynamiques, comment l'islamophobie se crée, comment le problème musulman se crée, et quels sont les différents points d'entrée pour nous pour essayer de faire changer la donne. Donc j'aimerais également focaliser sur comment se mobiliser, quelles sont les stratégies à mettre en place, si je peux, dans le temps qui m'a imparti modestement, contribuer à cela, parce que je pense que maintenant, le constat on le connaît, la définition on la connaît, maintenant c'est comment on se mobilise. Je vais d'abord parler au niveau d'ENAR, donc au niveau du secrétariat ENAR, au niveau européen. Tout d'abord, nous, et comme peut-être aussi le CCIF et d'autres organisations au niveau national, je pense que nos combats se rejoignent et aussi nos stratégies se rejoignent. Donc tout d'abord, la reconnaissance politique de l'islamophobie. C'est-à-dire qu'il y a une délégitimation du terme islamophobe. Il y a une volonté de dire que l'islamophobie n'est pas un bon mot ou n'existe pas. Et donc c'est pour ça que nous demandons la reconnaissance politique de l'islamophobie. Au niveau de l'Union européenne, il n'y a pas de reconnaissance. Il n'est pas utilisé dans les textes par la Commission européenne, etc. Donc il y a clairement encore une sorte de déni de la réalité de l'islamophobie. J'ai entendu dernièrement que notre ministre, puisque je suis toujours française, a utilisé le terme islamophobie, je crois, Cazeneuve. En Algérie, oui. En Algérie, oui, il est en Algérie. Mais bon, c'est quelque chose, je pense qu'en tant qu'organisation qui faisons du plaidoyer, je pense qu'on doit l'utiliser et le mettre en avant. Nous avons une commissaire européenne l'année dernière qui a utilisé le terme islamophobie. Donc ça peut sembler anodin, mais non, c'est très symbolique et c'est quelque chose que nous, on doit garder en mémoire et quand on fait du plaidoyer, toujours leur mettre en avant, voilà, l'islamophobie petit à petit est acceptée comme une réalité grâce au travail d'organisations de terrain comme les différentes organisations comme le CCIF, etc. Également la mise en œuvre de la législation. Comme je le disais, il y a des lois qui sont au niveau européen toujours, et comme au niveau national, il y a des lois qui sont là pour interdire la discrimination sur base religieuse. Nous devons demander à nos décideurs politiques de mettre en œuvre cette législation, car elle n'est pas mise en œuvre la plupart du temps. Et on le voit au niveau européen. Pour tout vous dire, récemment, j'ai été rencontrer des personnes de la Commission européenne pour leur demander qu'est-ce qu'il y en était, notamment par rapport à la discrimination des femmes musulmanes dans les administrations publiques, etc., puisque cela va à l'encontre de la loi européenne sur la non-discrimination dans le travail. Et ils ont dit que c'était un sujet trop sensible et qu'ils ne pouvaient pas parler avec les États sur cette question-là. Alors que je vous rappelle que la Commission européenne est censée être le gardien des traités, est censée être indépendante des pays et est censée être celle qui sanctionne les États membres lorsqu'elles ne mettent pas en œuvre les politiques. Bien sûr, nous connaissons le deux poids deux mesures sur ces questions, mais je pense que c'est quand même un levier politique pour nous, les législations qui sont là, et il ne faut pas les minimiser. Car même si on peut être fatigué de toujours demander à ce que les lois soient appliquées et qu'elles ne le sont pas, je pense qu'il faut persévérer sur cette voie-là. C'est une des approches en tout cas qu'il faut mettre en avant. Donc pour faire pression sur ces deux points, qu'est-ce que nous faisons? Comme je l'ai dit, nous mettons en avant la parole des victimes et les données qualitatives, quantitatives, c'est-à-dire des statistiques, des faits, etc. Nous mettons cela en avant
via des rapports, des témoignages, etc. Au niveau des députés européens, car vous savez qu'il y a également le Parlement européen, les députés ont été élus il n'y a pas si longtemps que ça. Nous leur demandons de rendre des comptes, de s'expliquer sur la réalité dans tel et tel pays, de mettre en place des initiatives parlementaires sur le thème de l'islamophobie. Donc maintenant que nous avons un nouveau Parlement européen, ça va être une de nos priorités, de parler, d'avoir des députés qui se positionnent plus sur le sujet de l'islamophobie. Parce qu'il faut savoir que même au Parlement européen, l'islamophobie, c'est pas un sujet sur lequel les députés veulent s'aventurer. Et donc ça va être quelque chose, ça va être une de nos priorités pour ce nouveau mandat. Nous rencontrons également d'autres organisations intergouvernementales, comme le Conseil de l'Europe, qui est une autre organisation européenne, qui a un petit peu moins de pouvoir, mais qui est quand même une organisation où les États membres se rejoignent. Donc nous essayons aussi de jouer sur ces différentes places intergouvernementales. Il y a également l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe, qui est une autre coalition de gouvernements. Et là, nous avons un allié précieux aujourd'hui, qui est Marwan Mohamed. Je crois qu'il est venu 2 fois à Angers, il me semble. Il est à présent conseiller auprès de l'OSCE sur les questions d'islamophobie. Donc ça aussi, il ne faut pas le minimiser. C'est une première, c'est un activiste qui est là, qui connaît très bien les réalités, les dynamiques, qui est très stratégique et qui va pouvoir aussi nous aider à avancer sur ce terrain-là au niveau européen. Comme je le dis, les différents niveaux sont complémentaires et lui, il va jouer son rôle à ce niveau-là. Donc, juste pour en finir sur la stratégie ENAR que nous adoptons, qu'est-ce que nous demandons concrètement? Parce qu'il faut être dans le concret, il faut avoir une recommandation concrète. Nous demandons une stratégie européenne de lutte contre l'islamophobie. C'est-à-dire que nous demandons que l'Union européenne demande aux États membres d'avoir un plan national de lutte contre l'islamophobie. Pourquoi on se permet de demander ça? Puisque ça existe déjà pour les Roms. Je ne sais pas si vous le savez, mais voilà, il y a une stratégie européenne pour l'inclusion des Roms. Bien sûr, c'est un autre sujet, bien sûr, ce sont d'autres discriminations, c'est une autre histoire, mais c'est également un groupe qui est discriminé sur la base de son ethnicité. Les musulmans, évidemment, c'est sur la base de la religion, mais aussi de l'ethnicité. Il ne faut pas oublier qu'avant, c'était plus le racisme anti-arabe qui s'est mué en racisme anti-musulman. Donc voilà, pourquoi nous avons cette recommandation forte aujourd'hui dans tous nos travaux de plaidoyer envers les différents décideurs, de demander cette stratégie européenne qui soit imposée aux États membres. Voilà, c'est un objectif à long terme que nous avons, mais c'est aussi pour montrer l'importance d'être concret dans ce qu'on demande, autant au niveau européen qu'au niveau national ou local. Également pour mettre en avant d'autres, donc là c'est au niveau d'ENAR, pour mettre plus généralement en avant d'autres outils qui peuvent nous faire avancer également sur la lutte contre l'islamophobie. C'est également construire un rapport de force, parce qu'aujourd'hui, pourquoi en France les politiques se permettent de parler ainsi des musulmans, se permettent d'adopter des lois, c'est nous ne sommes pas unis, nous n'avons pas un réel rapport de force. Ils n'ont pas peur d'être sanctionnés au niveau des votes, ils n'ont pas peur d'une mobilisation de masse des musulmans. Et je pense qu'il y a eu vraiment un changement, et ça a été le 13 et 14 décembre, puisqu'il y a eu, peut-être que vous le savez, les forums contre l'islamophobie. Donc l'année dernière, il y en a eu un à Paris, c'était une grande première, puisque ça a permis de réunir différentes organisations qui n'ont pas forcément l'habitude de se réunir, mais face à l'urgence, elles se sont dit il faut absolument qu'on se réunisse et qu'on construise une stratégie ensemble et qu'on s'unisse vraiment, puisque ça ne va plus. Il y a un moment donné où l'union, elle n'est plus juste nécessaire, elle est indispensable. Et donc, suite à ce forum contre l'islamophobie qui a eu lieu à Paris, qui a été un grand exemple pour d'autres pays, puisque le 13 et 14 décembre dernier, il a eu lieu à Londres, à Bruxelles et à Amsterdam, ainsi qu'à Paris. Et là, on a vu vraiment quelque chose de nouveau, puisque même à Bruxelles, moi j'y étais à Bruxelles, et c'était la première fois où différentes organisations s'unissaient
autour de cette problématique et avaient vraiment des demandes concrètes. Parce que c'est ça, il faut arrêter d'être dans la mobilisation comme ça, une fois on se mobilise, on réagit, etc. et après plus personne. À un moment donné, il faut penser à long terme. Et ça, c'était la force, je pense, des forums. En tout cas, ce qu'on en a vu à Bruxelles, c'est vraiment qu'on a essayé de réfléchir à long terme. Et d'essayer d'identifier des moments clés où il faut vraiment avoir une mobilisation de masse, il faut avoir une stratégie. Donc nous, juste pour vous dire, en Belgique, on a 2 lois qui se profilent à l'horizon avec le nouveau gouvernement. Ce sont des lois qui interdiront aux femmes voilées, bien sûr ils ne disent pas comme ça, mais bon, on sait très bien quelles sont les cibles, de travailler dans la fonction publique. Donc pour vous, ça vous semble peut-être normal, mais nous, on n'avait pas de loi jusqu'à maintenant qui interdisait, en tout cas directement, même si en pratique ça se faisait, qui interdisait aux femmes voilées de travailler dans la fonction publique. Et même pire, vous pourrez travailler dans la fonction publique, mais si vous êtes derrière un bureau, enfin si vous êtes caché dans un bureau, à partir du moment où vous êtes visible, vous ne pourrez plus. Donc là, on voit vraiment l'hypocrisie de la chose. Et donc là, on a 2 lois qui vont être débattues au Parlement régional et au Parlement fédéral. Et là, il faut clairement qu'on s'unisse pour ne pas laisser l'espace vide. Parce que si on se dit, mais de toute façon, ils ont la majorité, donc ils vont gagner de toute façon. Oui, c'est vrai, ils vont sûrement avoir cette loi qui va être adoptée. Mais le problème, c'est qu'il faut absolument qu'on montre qu'on a une capacité de mobilisation, qu'on montre qu'on a une voix, qu'on n'est pas d'accord. Parce que la prochaine fois, ils vont réfléchir à 2 fois, ou la prochaine fois, ils vont peut-être avoir plus de mal. Donc c'est juste pour dire qu'il ne faut pas laisser l'espace, le champ libre, il faut donner une voie alternative, et il faut s'unir, surtout c'est ça. Parce que s'il y a des organisations qui font des petites actions, chacun de leur côté, etc., ça va avoir aucun impact. Mais par contre, si on est tous ensemble sur cette question-là, à un moment donné précis, on ne peut pas être d'accord sur tout en tant qu'organisation. On a tous nos agendas, on a tous nos sensibilités, on a tous notre vision des choses. À un moment donné, il faut savoir, je pense, s'unir sur des questions clés. Donc également un deuxième point que j'ai également abordé, c'est ne pas tomber dans le piège de la division entre groupes. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on n'est pas dupe, toutes les questions, le racisme sert bien aux politiques de droite qui essayent d'exclure de plus en plus de pans de la population. Et le fait d'exclure sur la base de la religion, sur la base de la couleur de peau, etc., ce sont que des excuses. Donc il faut aussi qu'on soit unis dans nos luttes contre tous les racismes. C'est très important aussi pour vraiment promouvoir aussi une société d'inclusion. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les politiques de droite, c'est juste pour enrichir une minorité. Et ils se servent des questions de racisme pour exclure encore plus. Si on voit par exemple la question de l'esclavage. L'esclavage, à la base, c'était pourquoi ? C'était pour s'enrichir. Et comment ils ont vu la façon de s'enrichir ? C'est de dire, voilà, les Noirs, parce qu'ils sont noirs et qu'ils ont une couleur de peau différente, on peut les exploiter. Et ils ont... mais à la base, c'était une domination économique. C'était pas une domination raciale. Enfin, voilà, c'était pas une domination raciale. Ils ont utilisé la question raciale pour s'enrichir. Donc, juste pour expliquer qu'il faut pas oublier les causes plus grandes et connecter aussi l'islamophobie à la question économique et égalitaire plus grande. Et essayer également d'unir nos forces au-delà de l'islamophobie à un moment donné pour comprendre que l'islamophobie fait partie également d'une politique d'exclusion beaucoup plus grande et que si c'est les musulmans aujourd'hui, demain ce sera les juifs à nouveau, demain ce sera les roms, demain ce sera les noirs et de toute façon c'est déjà le cas, on le voit. Les racismes augmentent en général. Évidemment, les préjudices contre les musulmans sont beaucoup plus visibles aujourd'hui et ils sont beaucoup plus institutionnalisés. Mais il ne faut pas oublier que si on retire des droits à un groupe, les autres groupes ne seront pas épargnés après. Et c'est ça qu'il faut aussi garder en tête. Donc voilà, je voulais finir juste ce que j'ai oublié d'en parler. Avec Enar, nous avons également lancé un projet avec le mouvement des droits des femmes. Donc quand je vous parlais d'essayer aussi d'unir nos forces au-delà de l'islamophobie, comme je vous ai dit que les données sur les victimes de l'islamophobie montrent que les femmes sont beaucoup plus victimes, nous avons décidé de mettre en place un projet avec le mouvement des droits des femmes, le mouvement féministe. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le mouvement féministe, et notamment en France, est très puissant.
Il a réussi vraiment de grandes percées en termes de lois qui protègent les femmes. Et en même temps, c'est un mouvement qui est très influent, mais qui est énormément islamophobe. Mais en même temps, on veut leur montrer que comme la question islamophobie est avant tout une question de sexisme, c'est aussi dans leur avantage de défendre également l'islamophobie, de lutter contre l'islamophobie, parce qu'en même temps, elles défendent les femmes. Donc voilà, on essaye de travailler avec eux sur ces questions-là. On va avoir des rapports dans 5 pays, dont la France, en collaboration avec eux. On va essayer de mettre en place des espaces de discussion où on essaiera de déconstruire les préjugés au sein du mouvement des droits des femmes pour qu'elles voient à quel point les femmes, ce sont d'abord des femmes qui sont victimes de racisme, d'islamophobie, ce sont avant tout des femmes. Et je veux dire, il faut qu'elles viennent et défendre aussi les droits des femmes. Donc c'est aussi ce discours qu'on veut mettre en avant. Et également, on espère par cela pouvoir améliorer la situation des femmes musulmanes, puisque qu'on arrête de les voir juste comme des musulmanes déshumanisées, comme si elles n'étaient plus rien qu'un voile. Elles sont aussi des femmes, et donc on veut aussi travailler sur cette question-là. Ça permettra aussi peut-être au niveau des décideurs de dépassionnaliser le débat un petit peu, de voir, voilà, nous devons défendre des femmes, et pas seulement des musulmanes. Voilà, je vous remercie. Donc je pense que j'ai assez parlé, et n'hésitez pas si vous avez des questions, si je n'ai pas été claire sur un point, et j'aimerais aussi connaître un peu plus votre réalité locale, parce que j'ai parlé beaucoup de l'Europe, mais bon, c'est connecté, mais n'hésitez pas si vous avez besoin de clarification. Barakallahu fikum. Choukran. On va se passer question-réponse. Barakallahu fik, joli. J'aurais juste une question à poser. Oui. Au niveau européen, quelle est l'image de la France aujourd'hui? Puisque tu es à Bruxelles, donc tu as forcément aujourd'hui un recul par rapport à tout ça. Si tu peux nous en parler en quelques mots. Donc l'image de la France, en tout cas au niveau de l'antiracisme, je parle, il est très très mauvais. C'est un des pays qui est le plus, on va dire, le pire en termes d'égalité raciale, on va dire comme ça. Et le problème aussi, c'est qu'on voit la France comme un peu leader sur ces questions de racisme, c'est-à-dire qu'il influence d'autres pays. Par exemple, la Belgique francophone est très influencée par tout ce qui se passe en France. Et donc, on voit vraiment la France comme un mauvais exemple, mais qui est un exemple pour les pays. Le Front National est un exemple pour beaucoup de partis d'extrême droite en Europe. Par exemple, la loi anti-niqab qui a été votée en France a fait des émules dans d'autres pays. La Belgique francophone a adopté, même la Belgique fédérale a adopté une loi dans ce cadre, juste après, puisqu'elle a été influencée par ses discours. Ensuite, quand il y a eu la décision de la Cour européenne des droits de l'homme pour avaliser cette loi anti-niqab, il y a d'autres pays encore qui ont voulu dire, tiens, si on faisait la même chose, si on faisait la loi anti-niqab. Donc voilà, la France, de par son aura historique, etc., reste un exemple en Europe, mais malheureusement, étant donné qu'elle développe des politiques inégalitaires, d'exclusion, etc., elle reste un exemple, mais un très mauvais exemple, et on a très peur de son influence aujourd'hui. On parlait avec une députée européenne de Hollande sur justement le cas, puisqu'on a eu un dernier rapport sur la discrimination dans l'emploi, et on voyait qu'une des victimes, évidemment, une des victimes de la discrimination dans l'emploi est la femme voilée. Et elle disait, il ne faut surtout pas parler de cette question au niveau européen. Pourquoi? Parce qu'elle disait, on va avoir le modèle français qui va après, qui va s'imposer à toute l'Europe. Donc il y a une peur également de certains, mais bon, ça on peut dire aussi que parfois c'est des excuses, parce que nous on est là aussi pour faire que ça n'arrive pas, on espère. Mais voilà, il y a cette peur du mauvais exemple de la France, mais également cette influence grandissante de la France sur les politiques inégalitaires et d'exclusion. Et comme je vous l'ai dit, il ne faut pas le déconnecter aussi des questions économiques. On est dans une Europe qui devient de plus en plus à droite,
qui va de plus en plus dans les politiques inégalitaires en général. Et donc évidemment, ça donne du souffle aussi et des arguments pour exclure encore plus de personnes au niveau de l'Europe. S'il y a des questions-réponses, donc n'hésitez pas à lever la main, je vous transmettrai le micro. Tiens, le frère, là, où ça? Devant là. Devant toi. Salam alaikum. Comme ça, là. Moi, ma question par rapport à ce débat, j'aimerais savoir d'abord, est-ce qu'on ne peut pas engager une autre lutte, par exemple, réunir d'abord les musulmans, parce que je sais que nous sommes victimes de nous-mêmes déjà. Donc, faut-il pas commencer d'abord par nous-mêmes, ensuite essayer d'entamer d'autres étapes? Une petite mise au point par rapport à notre collègue monsieur Monia. Qui m'a un peu gêné parce que si vous parlez d'Éric Zemmour, je crois que tout le monde comprend. Et puis j'ai trouvé un peu, je ne sais pas, c'est ma conviction, un peu inutile de rappeler son origine, parce que vous savez comment ça se passe. Merci. Tu répondras après, la rigueur. Vas-y, les questions. J'ai même pas entendu sa question. Merci de me donner la parole. J'aurais voulu rappeler peut-être un peu d'histoire, surtout madame, puisque vous êtes angevine. Vous savez, les luttes qu'il y a eu en France entre les cléricaux et les anticléricaux. Ça a même amené des guerres de Vendée. Autrefois, les chrétiens, en particulier les catholiques, avaient des règles assez strictes. Par exemple, on ne devait pas manger de viande le vendredi. Dans les églises, les femmes étaient d'un côté et les hommes de l'autre. Souvent, les femmes devaient avoir un chapeau sur la tête quand elles allaient à l'église. Les chrétiens se sont aperçus petit à petit que, au fond, dans la religion, ce qui comptait, c'était plutôt une disposition intérieure, essayer de revenir à ce qu'avait dit leur fondateur Jésus, et donc à parler de l'amour des hommes et de la paix. Et de ne pas réduire la religion à des aspects extérieurs et sociologiques. Je me demande si les musulmans, moi je suis catholique, je me demande si les musulmans ne devraient pas faire aussi une réflexion sur eux-mêmes pour ne pas réduire la religion au voile ou à la viande halal ou à des tas de choses qui sont des aspects extérieurs. Merci. Vous m'entendez, ouais. Ça va, bon, frère, je vais te répondre directement. Concernant l'unité des musulmans, dans ta première question, je pense que ça, c'est l'éternel débat. Si on attend d'être réunis pour travailler, on ne peut jamais travailler. Ensuite, concernant Zemmour, en fait, j'utilise le même mécanisme de pensée de Zemmour, c'est que lorsqu'il me voit, il ne voit pas un Français, mais il voit un Arabe, un Marocain, un musulman. Et toute la famille de Zemmour, il est né en Algérie, c'est entre guillemets quelqu'un qui a les mêmes origines que nous, et il fait un déni de son passé. Donc je lui rappelle ses origines comme il me rappelle les miens. Ah d'accord. Là, je vais laisser Julie donner. Moi, je voulais rajouter par rapport à l'unité des musulmans. Je suis tout à fait d'accord et aussi avec ce que tu as dit. Je pense qu'en tant que musulmans, au-delà de la lutte contre les discriminations, notre spiritualité
nous incite également à être unis. Après, je pense que Dieu a voulu qu'il y ait la division, il y a en tout cas la divergence et les divisions, mais voilà, il faut essayer, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi comprendre l'urgence et la nécessité de l'unité et essayer d'aller au-delà des nationalités, Je pense qu'au moins sur des points clés, on peut se retrouver. Et je pense qu'on voit aujourd'hui de plus en plus d'exemples. Face à l'urgence, on est capable de dépasser certaines divergences. Je voulais également parler au monsieur là-bas. Je pense que vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, on parlait plus de lutte contre les discriminations. Mais il y a également d'autres débats à avoir au sein de la communauté musulmane qui sont de l'ordre de la spiritualité, de la vision que nous avons de l'islam et de l'engagement dans la société. Ne pas s'arrêter, ne pas être nous-mêmes victimes de l'apparence et de par le fait que nous luttons contre l'islamophobie, de devenir juste des musulmans d'apparence, comme on a dit. Je pense qu'il y a vraiment ce débat interne à avoir, mais je pense qu'il faut le dissocier du débat de la lutte contre les discriminations qui sont des droits que nous avons en termes de citoyens. Nous avons des droits, il y a des lois qui s'appliquent à tout le monde, et je pense que ça, on doit le demander. Après, ça ne veut pas dire qu'en interne, on ne doit pas discuter de ces questions de spiritualité et d'apparence, etc. S'il y a des sœurs également qui se prennent la parole. Salam alaikum. Moi j'ai deux petites remarques. La première, c'est est-ce que le phénomène de l'islamophobie, il est plus lié aujourd'hui à la conjoncture économique qu'on connaît actuellement en France et en Europe de manière générale, et la situation géopolitique au Moyen-Orient. Ça c'est le premier point. Le deuxième, on a bien constaté la montée de ce phénomène-là, c'est aussi un manque de communication des musulmans vers les non-musulmans. Ça, c'est les deux premières dimensions. Et la troisième dimension que j'aimerais bien éventuellement vous entendre, c'est sur l'incitation des organisations comme la vôtre auprès des jeunes et moins jeunes sur les listes électorales. Parce qu'on sait très bien que c'est un échiquier politique et tout passe par ce sujet-là. Et tant que nous ne sommes pas fédérés derrière des candidats d'origine musulmane ou en tout cas très sensibles à ce sujet-là, qui portent la voix très haut à l'Assemblée nationale, on ne pourra jamais rien faire. Merci. Je vais essayer de répondre. Donc, par rapport à la conjoncture économique, c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un pays en crise, donc les gens ont des problèmes d'argent, d'emploi, d'éducation, donc automatiquement on est dans une position où on se cherche des coupables. Et donc le coupable idéal, c'est l'islam et les musulmans. La situation géopolitique, notamment en Palestine, évidemment, ça y joue énormément. On est des musulmans. C'est vrai que, comme l'a dit tout à l'heure monsieur, on réduit l'islam à le voile, la barbe, mais l'islam, c'est une religion d'amour, de paix, et qui lutte contre les injustices. Ce qui se passe en Israël, dans le gouvernement sioniste de Netanyahou, on ne peut qu'en condamner. Évidemment, ça y joue énormément. Concernant la communication envers les musulmans, tu as raison, il faut être critique vis-à-vis de nous-mêmes, c'est que j'ai l'impression qu'on n'est pas concernés. Il y a des sœurs qui souffrent en silence, il y a des frères qui souffrent en silence. On ne fait rien pour que ça change. Comme l'a dit tout à l'heure Julie, là on est réunis, j'ai peur que demain, 80% des personnes oublient ce qu'on vient de se dire. Essayez juste de faire un geste, allez voir sur le site de l'ENAR, allez voir sur le site des CCF, vous verrez qu'il y a des actions concrètes. On a besoin de vos dons. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces associations ne dépendent pas d'État, c'est-à-dire que c'est uniquement le financement des fidèles ou des membres. Et enfin, sur le débat électoral, c'est vrai que là, le 31, c'est bientôt, il faut absolument s'inscrire sur les listes électorales. Il faut que... De toute façon, c'est très simple. Un homme politique, avant les élections, il va chercher la liste des inscrits. Si sur 100 inscrits, il y a 10 musulmans, il va taper sur les musulmans. Si les musulmans s'inscrivent et ils voient qu'il y a plus de 60% des musulmans, il ne va pas taper sur les musulmans. Nous, le problème, c'est que personne n'est inscrit. Enfin, quand je dis personne, j'exagère, mais l'année dernière, j'ai vu les chiffres. Les musulmans ne sont pas sur les listes électorales. Et si on n'est pas sur les listes électorales, on n'a pas de rapport de force.
Et on va toujours nous manquer de respect, on va manquer de respect à nos femmes, à nos sœurs et à nos mères. Je vous expliquais tout à l'heure, les mères à Paris, elles se font... Enfin, je ne vous ai pas cité de nombreux cas, mais c'est déplorable. Il faut absolument s'inscrire sur les listes électorales. Et Inch'Allah, si bien sûr il y a un frère demain qui arrive à maintenir évidemment sa religion, parce que ce qu'on se rend compte dans d'autres villes comme à Paris, c'est qu'une fois que le frère musulman, le citoyen français de confession musulmane, arrive au pouvoir, il oublie ses origines, son amour envers l'islam et envers ses parents. Il faut évidemment qu'un musulman prenne le pouvoir, arrive, devenir un élu. On en a, alhamdoulilah, parmi nous, on ne les cite pas assez, mais il faut absolument être attaché à l'islam. On est dans un pays, on peut vivre. On est des citoyens de plein droit et on est des musulmans assumés. Merci. J'ai pas grand chose à rajouter. Je voudrais juste rajouter sur la communication. Également en intra, comme tu le disais tout à l'heure, que parfois les sœurs n'osent pas aller porter plainte, etc. Je pense qu'il faut aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on met en place, nous, en tant que communauté musulmane, pour soutenir nos sœurs. Est-ce que, par exemple, la mosquée est ouverte aux sœurs? Est-ce qu'elle soutient les sœurs et elle comprend parfois le désarroi dans lequel elles sont? Parfois, on le voit que pourquoi une sœur ne va pas porter plainte? Parce qu'elle ne se sent pas soutenue par sa communauté, elle ne se sent pas mise en valeur par sa communauté. Et je pense que ça, il faut le réfléchir aussi. C'est la même chose pour les candidats ou les leaders de la communauté. Parfois, on tombe dans la division, on tombe dans le jugement. Et si on est plus unis au niveau de... Et on comprend plus le combat que nos sœurs peuvent porter, puisque évidemment elles sont beaucoup plus à même d'être victimes. Que certaines personnes qui s'engagent en politique, tous les risques qu'ils prennent, si on est là également pour les soutenir, ça va leur donner aussi l'envie et ça va leur donner l'envie aussi de défendre beaucoup plus les intérêts des musulmans quand ils sont en poste. Et ça, je pense que c'est important aussi parce que parfois, certains arrivent en politique, ils sont élus, mais il n'y a plus personne après. Et donc, ils prennent de gros risques. Et s'ils sentent qu'ils n'ont plus de soutien, alors c'est vrai qu'ils ont tendance à oublier également qui les a élus. Inch'Allah, on va faire le Aden, si vous le voulez bien.